BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaim et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Eva Jacot, notre bibliothécaire, qui nous parlera d'un roman assez étrange, vous allez voir, cette semaine. Et tout de suite, on retrouve évidemment nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Et puis, comment dire, chaque semaine, je cherche le mot, le gourou, l'animateur, des pages livres d'alternative économique. Et puis, à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré de la Société d'économie politique. Allez, tiens, on commence avec votre choix. Christian Chavagneux, c'est le livre dirigé par Antoine Vauchez, Le moment régulateur aux presses de Sciences Po. Ouais, autorité de la concurrence, autorité des marchés financiers, autorité de la transparence de la vie publique, etc. etc. Ouais. Je pourrais vous en citer plein. En fait, depuis plusieurs décennies, on a aujourd'hui en France plus d'une quarantaine d'autorités de régulation. Le principe, c'est simple, on met des gens du public, des gens du privé ensemble sur un secteur et on leur dit, voilà, régulez votre secteur. Et nous, l'État dirigiste à la façon 30 glorieuse, on s'en mêle plus, allez-y. Et donc, ce qu'a fait Antoine Vauchez avec une douzaine de chercheurs et de chercheuses, c'est de dire, on va essayer de faire un bilan de ces autorités de régulation, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a plusieurs fils rouges, donc il y a des papiers très structurels, des papiers qui rentrent dans des cas particuliers. Moi, je retiens 2-3 idées. La première, c'est que l'Europe a été un facteur important avec la libéralisation des services publics, avec les privatisations. Ça a créé des nouveaux secteurs et du coup, il a fallu trouver la façon de réguler ces nouveaux secteurs. C'est quand même amusant de voir que le libéralisme crée beaucoup de bureaucratie. C'est un classique, mais là, c'est redémontré encore une fois. Alors, il y a un truc à noter, c'est que pour les deux grandes financières, l'autorité des marchés financiers et la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc qui contrôle les banques, là, les acteurs du privé et les pantoufleurs sont très très présents. Mais dans toutes les autres, nous disent les auteurs, c'est surtout des acteurs du public et des gens qui viennent du public. Et surtout, le Conseil d'État, visiblement, apparaît comme un vivier extrêmement important de gens qui vont essaimer un petit peu partout dans ces autorités de régulation. Le Conseil d'État qui est une sorte de méta-régulateur, un peu le régulateur des régulateurs, un petit peu au-dessus, qui fait un peu qui donne le là, qui essaie d'avoir une vision un petit peu conceptuelle, même si un des auteurs et des autrices, je ne sais plus, nous dit bon, la formalisation elle reste quand même assez faiblarde. Les auteurs nous disent globalement, il n'y a pas de capture par les intérêts privés. C'est vraiment quelque chose où le public est assez présent. Et ils ont cette expression qui revient souvent, c'est des régulations différemment publiques. Donc on n'est plus dans l'État vraiment qui met la main, qui regarde tout, qui décide de tout comme dans les 30 glorieuses. On est sur quelque chose qui est différemment public. Le sous-titre dit même une contre-culture de gouvernement, une autre façon de faire le gouvernement. Et le bilan général, un peu sous forme d'oxymore, c'est ces agences de régulation, finalement, elles bâtissent un intérêt général au plus près des intérêts privés. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Globalement, à la fin, ce qu'on a envie de savoir, c'est ça fait du bien à l'économie ou ça ne fait pas du bien à l'économie. Et là, malheureusement, aucun des chercheurs va sur ce terrain-là. Il reste un petit peu en surplomb, il fait une analyse générale des aspects juridiques, des aspects économiques, mais voilà, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait au moins dans le chapitre conclusif, bon, alors finalement, tout ça, c'est bien ou c'est pas bien? Côté bilan, quoi. Côté bilan. Et ça, je trouve que ça manque. Bon, Jean-Marc Daniel, ce moment régulateur. Oui, alors c'est un livre assez typiquement universitaire. D'abord, le vocabulaire utilisé est assez particulier. C'est un vocabulaire très marqué par le droit. Il y a beaucoup de références juridiques. Ensuite, le style est assez, se veut austère. On avance de façon assez laborieuse. Et quelquefois, alors non seulement ça manque un peu de conclusion, mais quelquefois on a l'impression qu'on a développé beaucoup d'arguments pour enfoncer des portes ouvertes. Christian l'a dit, effectivement, ils analysent autorité par autorité et ils font une découverte. Par exemple, ils regardent les profils qui sont dans ces autorités et ils s'aperçoivent que dans celles qui s'occupent de l'énergie, il y a beaucoup de polytechniciens, alors que dans celles qui s'occupent de la finance, il y a beaucoup de gens qui ont une formation économique et financière. C'était peut-être pas la peine. C'est un article entier. Oui, on peut être étonné. On aurait pu penser qu'il y aurait des polytechniciens partout. Exactement, exactement. Donc effectivement, voilà, finalement, il y a eu une espèce de recul potentiel de l'école politique. Donc, alors, ce que j'ai trouvé le plus intéressant par rapport d'ailleurs à ce que vient de dire Christian, c'est effectivement ce rôle du Conseil d'État. Il y a un chapitre qui est consacré au Conseil d'État, qui explique bien d'ailleurs que le Conseil d'État est un peu celui qui a initié le mouvement. Donc, un rapport qui date des années 80 et donc qui définit ce que
doivent être les AI, les autorités administratives en charge de la régulation. Et donc, il se pose la question de savoir est-ce qu'il y a eu un pouvoir de régulocrate qui est apparu. Est-ce qu'il y a, à plusieurs reprises, il emploie l'expression. Là où je suis resté un peu sur ma faim, alors qu'effectivement, ça demande un effort. Hein, je maintiens, ne rentrez pas là-dedans avec l'idée que on tourne les pages pour savoir la fin. Hein. Il faut s'accrocher un peu. À la fin, effectivement, on se dit, oui, mais so what? Qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion de tout ça, de tout ce travail intellectuel, de tout ce savoir, de toute cette érudition, de toute cette réflexion? Quelle conclusion tirer? On reste un peu sur sa fin. Et donc, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de préconisation non plus? Non, il n'y a pas de vraie préconisation. C'est assez descriptif, assez pas laborieux, c'est très construit, mais ça avance pas très vite et avec des conclusions qui ont du mal à émerger. Bon, puisque vous étiez en recherche de sensations fortes, mon cher Jean-Marc, je pense que le livre que vous avez choisi vous a davantage satisfait, puisque vous avez choisi le livre de Michael Lewis, Going Infinite. Alors c'est la saga FTX, l'ascension et la chute du magnat des crypto-monnaies. Et c'est aux éditions... Alors attendez, parce que malheureusement... Talent, ça s'appelle Talent Édition. Oui, c'est ça, Talent Édition. C'est trop petit sur la feuille, j'arrive pas à lire. Donc le héros, c'est Sam Bankman-Fried, qui est effectivement un personnage absolument sidérant. Le livre est passionnant, effectivement. C'est un roman. Si je devais faire deux critiques, la première, c'est que sur le plan d'édition, il y a beaucoup de coquilles, il y a beaucoup d'approximations de traduction. On sent que le livre a dû sortir très vite. Oui, absolument. Il y a un travail, il fallait répondre à une demande, manifestement. Donc là, on est allé un peu vite. Et la deuxième chose, c'est qu'on connaît l'auteur, Michael Lewis. Il y a une certaine propension chez lui, toujours à se laisser perdre dans des digressions, à s'éloigner un peu de son sujet pour frapper l'imagination. Et là, il n'y avait pas besoin de frapper l'imagination, parce que le personnage central est un personnage saisissant. Donc, il est tout jeune, hein, il est né le 5 mars 1992, et donc... D'emblée, on nous le décrit comme un personnage asocial, replié sur lui-même, n'ayant pas d'amis, à la limite de l'autisme. Enfin, un personnage assez peu sympathique dans un milieu culturel, familial qui est plutôt assez ouvert. Ses parents sont professeurs de droit. C'est la gauche américaine californienne qui veut donner une éducation assez poussée à ses deux fils, puisqu'il a un frère. Et alors, on voit ce personnage qui fait des études de mathématiques, qui se passionne pour les probabilités, pour les jeux surtout, et qui rentre dans une entreprise de trading haute fréquence et qui découvre effectivement cette espèce d'utilisation du jeu pour gagner énormément d'argent. Avec une anecdote, son seul échec, c'est au moment de l'élection de Donald Trump. Il annonce avant tout le monde que Donald Trump va être élu, alors qu'il y a encore des hésitations et un certain nombre d'interrogations sur le score de Hillary Clinton, qui est quand même devant en nombre de voix. Et donc, il est le premier à dire que Trump va être élu, mais la conséquence qu'en tirent les marchés n'est pas du tout celle qui avait été anticipée. C'est-à-dire le fait de savoir les choses avant les autres n'a pas une conséquence positive. Et donc, il se dit, finalement, c'est pas ça qui est vraiment intéressant. Et donc, progressivement, il se met à créer sa propre boîte et à intervenir sur le marché des crypto-actifs, crypto-monnaies, avec un complice, un allié, le fondateur de Binance, qui est aussi une entreprise qui a défrayé la chronique. Et tout ça va se dérouler en fait en très peu de temps, entre 2019 et 2022. Et en 2022, il est aux Bahamas, l'entreprise fait faillite. Les liquidateurs arrivent, il n'y a pas de comptabilité, on ne sait pas qui fait quoi, il y a des objets bizarres qui traînent partout, les gens ont été recrutés au hasard, l'architecte... Donc c'est bien une énorme escroquerie. C'est même pas une escroquerie, c'est une espèce d'incapacité de quelqu'un à s'insérer dans quelque chose de naturel, et quelqu'un qui est totalement immature, et c'est au-delà de l'escroquerie, ce qui est intéressant, c'est comment il a pu fasciner à ce point des gens. C'est-à-dire, il a recruté des gens. Et on dit par exemple, l'architecte a été recruté parce qu'elle faisait du vélo avec un des collaborateurs. Il y a une jeune femme qui présente une candidature. On lui demande qu'est-ce que vous savez faire. Elle dit oui, non, ça n'a aucune importance. On a besoin de quelqu'un pour faire de la communication. Elle dit mais je ne sais pas, je fais rien. Vous allez faire la communication. Enfin, tout ça était dans une espèce d'approximation, d'improvisation permanente. Ce qu'il y a de plus saisissant dans cette histoire, donc c'est passionnant, encore une fois, c'est l'incapacité du système autour à repérer. Non, parce qu'ils n'arrivent même pas à masquer, ils avancent même pas à masquer, ils cherchent même pas à tromper leur monde. Ils sont totalement insouciants, totalement inconséquents. Donc, cher Christian Chavagneux, on ne peut pas le qualifier d'escroc.
Mais de toute façon, on n'en sait rien. Moi, quand Jean-Marc m'a dit je vais prendre ce bouquin, j'ai dit génial, une escroquerie financière, le gars est quand même en tôle en ce moment, il est en prison, il attend de savoir. Le 28 mars, on saura combien d'années de prison il va être condamné. Et Michael Lewis, l'auteur du Big Short, enfin, moi, je me frottais les mains. Franchement, j'ai été déçu à la hauteur de mes anticipations. J'ai trouvé, moi, ce livre ennuyeux au possible. Ah ouais? Totalement ennuyeux. Le premier tiers nous parle de la jeunesse et des premiers pas dans la vie de SBF, comme on l'appelle. Oui, alors c'est un gamin qui socialise pas beaucoup avec les autres et comme il est doué en proba, il rentre dans la finance. Ah, comme 10 millions d'autres personnes dans le monde, comme 10 000, 100 000 autres personnes dans le monde, oui, il sait un peu de proba, donc il va dans la finance. Il trouve que, bon, c'est pas terrible, effectivement. Il va créer sa propre boîte de trading de cryptoactifs. Alors, on apprend page après page après page qu'il y a des moments où il gagne de l'argent et des moments où il en perd. Ah, passionnant. Du coup, il va dire, non, ce qu'il faut faire pour vraiment gagner beaucoup d'argent, c'est pas seulement trader sur les crypto-monnaies, mais créer une plateforme d'échange de crypto-actifs. Et donc là, il crée sa plateforme d'échange, et ben il y a des moments où il gagne de l'argent et des moments où il en perd. Donc on se dit, bon, et en plus, en fait, Michael Lewis s'est fait avoir parce que SBF était vraiment au top du top dans la finance et il a décidé d'écrire le bouquin au moment où il était au top du top dans la finance. Et il se fait rattraper par l'actualité. Effectivement, à la fin, on se retrouve avec tout le monde qui part et pour pas se faire arrêter par la police. Et les 3 plus proches collaborateurs qui sont cités dans le bouquin, en fait, vont accepter de témoigner contre lui. C'est pour ça que c'est lui aussi qui est au procès. Leur procès à eux et le résultat du procès aura lieu bien après. Mais du coup, Michael Lewis s'est fait un peu avoir parce qu'il venait faire un bouquin un peu hagiographique et il se retrouve avec un gars qui est condamné pour escroquerie et blanchiment. Et du coup, nous, on ne sait pas trop s'il y a escroquerie et blanchiment ou pas. Alors, ce qu'a dit Jean-Marc est juste, mais ça tenait en un chapitre. On apprend des petites choses sur le personnage, c'est-à-dire qu'il est un peu asocial, peut-être Asperger, c'est ce que ses avocats défendent pour essayer de réduire sa peine. Il s'est incapable de gérer les relations aux autres personnes, incapable de gérer ses boîtes, incapable de gérer les flux financiers entre les 2 entreprises qu'il a créées. Bref, à la fin, j'ai trouvé le bouquin très long, je me suis beaucoup ennuyé. Et je trouve qu'il y a encore un travail à faire, surtout quand on aura le résultat du procès, puisque je rappelle que le procureur a demandé 100 ans d'emprisonnement et que ses avocats ont dit oui, non, il a fait des bêtises, mais 5-6 ans, ce serait suffisant. Bon, finalement, 2 livres qui ne nous ont pas menés aussi loin qu'on l'espérait. On peut dire ça comme ça. Il faut quand même, surtout si vous ne connaissez rien à SBF, à FTX, il faut le lire quand même, ce livre, malgré les réserves de notre ami Christian. Allez, parfait. Merci, messieurs. On retrouve tout de suite notre bibliothécaire Eva Jaco.